Et puis son fils, il fera pareil, parce que Louis X le Hutin, il y a un moment, donc, quand Clément V va mourir, donc, Ouais. il y a cette fameuse histoire où il y a les papes qui sont là réunis en conclave, et puis et pendant, ça dure, je sais pas quoi, 2 ans, et puis ils n'arrivent pas, puis à la fin, ils disent bon, vous allez finir, donc ils les enferment, Les enfants, sans boire, sans manger, voilà, sans rien, ils les emmurent. et puis finalement, le jour d'après, ils élisent le pape. Donc ils se foutaient du monde, ces gens-là. Bon. Voilà. Donc, il arrive, alors là, merveilleux coup, il met son pape domestique, son propre Son pape, propre lui, pape. Donc là, son propre pape, il se le met au pouvoir. Voilà. Donc Philippe le Bel, donc, qui est connu pour avoir un petit peu réformé l'administration française, hein. Donc il a le début d'un parlement, hein, avec des barons, des chevaliers, des prélats. Il n'y a pas encore de bourgeois, mais enfin il y a quand même le début de ce qui est un parlement, les prémices de ça, un parlement qui prendra forme surtout en Angleterre, hein. Une cour de justice, qui n'est pas seulement la justice royale, une vraie cour de justice avec du droit, des conseillers, et des gens qui ont une connaissance juridique, notamment ces gens du Midi, où il y a encore le droit romain, hein, qui est à la cour au Midi, Guillaume de Nogaret, et Enguerrand de Marigny, qui lui connaîtra un triste sort, puisqu'il sera pendu par son fils et accusé de s'être enrichi indûment. Donc Guillaume de Nogaret et Enguerrand de Marigny seront les principaux hommes liges et conseillers de Philippe le Bel. Guillaume de Nogaret va mourir quasiment en même temps que son maître, et Enguerrand de Marigny sera pendu par son fils. par son fils. Bon, voilà. Alors il y a le conseil du roi, qui les membres de la famille royale et les grands seigneurs, le comte d'Artois, etc. Voilà. Et il y a une chambre des comptes, hein, puisque ces histoires de pognon seront d'une très grande complexité, ce sera un grand problème. Je répète, hein, déjà, Philippe le Bel, il commence Il est endetté, et il dépense beaucoup avec la construction de son palais, les guerres qu'il va entreprendre. Et donc, à la fin de ce XIIIe siècle, commence à avoir des problèmes économiques et des problèmes aussi climatiques, parce que le temps va changer, il va pleuvoir, le temps va refroidir, hein. Il faut dire qu'au XIIIe siècle, la température avait monté, puisqu'il y a eu les études de Leroy-Ladurie qui ont porté sur les dates de vendange, et qui a montré que pendant cette période 10-11-12, le climat était plus chaud que maintenant. Après, il va devenir plus froid, puisqu'on cultivait la vigne jusque dans le sud de l'Angleterre. Et donc, il y a donc des bourgeois dans cette chambre des comptes, et il y a surtout les fameux biches et mouches. Biche et mouche. C'est Florentin, et qui c'est Mosca, et enfin c'est des déformations de leur nom italien, et qui s'occupent des finances publiques, qui sont alors hein, des Italiens, forcément, vu que c'est les Italiens qui ont inventé la finance, les prêts, toutes les activités d'argent. Alors les gens disent que c'est les Juifs, c'est pas vrai. Les Juifs ont été que des éléments minoritaires dans tout ce jeu de pognon et ces histoires de prêts, et que des bons chrétiens prêtaient de l'argent à intérêt. Donc ces fameux Florentins, hein, qu'on appelait les Lombards. Les Lombards, qu'on appelait les Lombards. Les banquiers D'ailleurs, en Lombards. France, il y avait aussi la ville de Cahors qui avait Cahors, ses banquiers. Et puis, il y avait aussi les Templiers, hein, qui s'amusaient au jeu d'argent. Voilà. Mais la banque elle-même, c'est-à-dire toute l'activité bancaire avec sa technique, ce sont bien les Florentins
qui ont inventé ça. Hein. Ah, Voilà. Alors, donc, les difficultés donc, financières du roi s'accroissent et il essaye de se procurer des ressources financières un petit peu partout, de lever des impôts qui étaient très très mal vus. Il y a la fameuse maltote qui veut dire le mauvais impôt, la mauvaise levée. ouais. Hein. Donc, il essayait de lever des impôts à peu près sur tout, notamment sur les transactions. D'accord. Sur les transactions financières, il essayait de prélever les impôts, mais il n'y arrivait pas. Donc il est arrivé jusqu'à une dévaluation en 1306, une dévaluation de la valeur financière. Et donc en rognant les... Alors, rognant sur les pièces. Donc, En fait c'était simple, hein, la valeur fiduciaire d'une pièce était égale à son poids de métal. Voilà. Donc il suffisait d'avoir une pièce avec une valeur similaire, mais avec un poids de métal moindre. Hein, voilà, donc c'est comme ça qu'on dévaluait. C'était au moins clair et net. Hein. Et donc en 1306, cette dévaluation eut pour conséquence le triplement des loyers parisiens et la population de Paris sera très fâchée et il y aura des émeutes et même un jour le pape sera reconnu, par le pape Philippe le Bel sera reconnu et sera pris à partie par la foule. Ce seront les Templiers qui vont mettre Philippe le Bel à l'abri dans le temple. Ironie du sort. L'ironie du sort. Donc on voit sur les vues 12 et 13, donc Ouais. Philippe le Bel va instituer une monnaie identique pour tout le royaume. Alors je disais que à cette époque, chaque apanage frappait sa monnaie. Sa monnaie, et c'était compliqué. Donc il y avait des problèmes. Donc il va imposer sa monnaie et il va même d'ailleurs payer avec sa monnaie la monnaie des autres pour qu'il n'y ait pas de bazar. Donc ça c'est... Donc il sera en majesté hein, sur l'écu d'or, là on voit la vue 12, si on peut la grossir. Hein. Donc tout le monde, c'est la première fois qu'on voit le roi en chair, en majesté, sur un écu d'or pour montrer la magnificence royale, quasi sacrée, sur ces pièces. Voilà. Donc, on voit ces problèmes. Bon. Problèmes monétaires récurrents qui sont connus. Hein. Donc, j'ai dit, il prend l'argent des Juifs, il les fait prendre par les Lombards. Après, il met les Lombards dehors. Et après, dit aux Juifs de revenir par les Templiers. Après, il prend les Templiers. Et puis, son fils fera revenir les Juifs. Mais les Juifs devront payer pour revenir. Et aussi, ce qu'il fait, c'est que au temps de Philippe le Bel, on a libéré tout ce qui irait comme serf. Mmh. Donc, il fait libérer tous les serfs, mais il les fait libérer moyennant finance. Hein, donc ça vient aussi grossir le trésor royal. Donc tes serfs, tu payes et voilà. Ah, et alors, ça posera des problèmes, donc ces serfs qui sont libres et qui vont vaquer dans la campagne, et qui beaucoup vont devenir bandits. Voilà, ça créera beaucoup de désordre. Donc, oui, il faut que j'avance. Ouais. Donc, la vue 14, donc on voit La famille. La famille, hein, donc on voit à l'extrême gauche, c'est Charles IV. Ensuite, donc on les voit par ordre. Hein. Donc là, c'est Philippe le Long. En rouge, à droite, c'est donc le premier héritier, c'est Louis X de Hutin. Hein. À l'extrême droite, c'est son frère
Charles, Charles d'Anjou, et donc à côté, en rouge, à sa droite à lui, c'est sa fille Isabelle qui est mariée avec Édouard II d'Angleterre. Édouard II, l'homosexuel. Voilà. Donc, voilà. Donc on va arriver aux guerres de Flandre, importantes, hein, puisque il a emprisonné le comte de Flandre, Guy d'Dampierre, et donc à la suite de cette affaire avec l'Angleterre, il a annexé la Flandre, Ouais. carrément. Et ça ne plaît pas aux Flamands. D'autant plus que les administrateurs, les envoyés du roi de France se conduisent très très mal et se lèvent des impôts sur cette richissime bourgeoisie flamande, et ça ne plaît pas du tout à ces Flamands qui ne parlent pas français d'ailleurs et qui sont très très industrieux et qui aimeraient bien avoir un peu leur indépendance. Hein, il faut dire que le capitalisme naissant vit surtout du drap. Ouais. Hein, Donc ce que tu nous as montré, c'est-à-dire les draps voilà, qui étaient fabriqués en Aujourd'hui, Belgique. on vit de la spéculation financière. À cette époque-là, on vivait du drap, et le drap se fait quasiment industriellement dans ces villes flamandes. Et donc, il fait prisonnier donc voilà. Et entre ça, il y a ce qu'on appelle les matines de Bruges pour se référer aux vêpres siciliennes. Et ce jour-là, tous les Français sont à Bruges, sont massacrés. Hein. Et donc toute la garnison, tout le monde est massacré. Et donc le roi va lever une armée pour aller punir ces Flamands. Donc on va voir la vue 15, hein, la vue 15, donc on voit une carte de Bruges, voilà, la vue 15. Une carte de Bruges au Moyen-Âge, hein, entourée d'eau. Ouais. Hein, et la vue 16. La vue 16, on voit une vue actuelle de Bruges, mais que ça n'a pas beaucoup changé. Hein, si les gens étaient à Bruges, donc les Brugeois se cultivent l'aspect médiéval de la ville, qui est magnifique. Bon, c'est une ville de touristes, hein, bon, voilà, bon, qui est très chouette. Alors, là, le roi lève une armée et donc cette armée va être engagée à la fameuse bataille de Courtrai. Alors cette bataille de Courtrai, elle est commandée par le comte d'Artois, Ouais. pas par lui. Cette bataille de Courtrai est devenue importante pour les Flamands parce que ce sont C'est un peu leur lieu de naissance, enfin la naissance un peu de la nation flamande quoi, en tant qu'identité. Voilà. Ils fêtent la bataille de Courtrai comme nous le 14 juillet. D'accord. Voilà. Là, c'est la bataille des 1000 éperons d'or. Alors, donc, on voit sur les vues suivantes. Alors j'ai un peu la vue 18, 17, bon, alors la vue 17. La vue 17, elle est importante, hein, qui est la carte de la bataille de Courtrai, parce que l'armée de Millière est toujours aussi indisciplinée, et elle le sera pratiquement jusque Pavie, et donc la noblesse française à chaque fois perd énormément du fait de l'indiscipline, parce qu'il y a toujours cette volonté des nobles de vouloir charger à cheval, hein, c'est comme ça, et donc ils n'ont aucune Ils n'ont pas de stratégie.
ils n'ont aucune tactique. En fait, il faut pas avoir de tactique militaire, il faut charger. Voilà. Bon, il y a l'ennemi qui est là. Alors en phase 2, ils ont les milices flamandes. Hein. Ce ne sont pas des nobles, hein. Ce sont des bourgeois, des tisserands qui sont milices. Il faut dire que à cette époque-là, chaque ville avait ses propres milices pour défendre la ville. Pour défendre la ville, ouais. Les gens, tout le monde était armé, les bourgeois étaient armés. Et donc, ils voient ces milices flamandes qui sont sous les murs de Courtrai, mais qui se sont mis derrière un cours d'eau. Et les autres ne voient pas le cours d'eau. Donc c'est un cours d'eau en demi-lune, ils se sont mis en demi-lune. Alors, dans certaines histoires, on dit qu'ils l'ont creusé, d'autres qu'ils ne l'ont pas creusé, qu'il est comme ça. Toujours est-il que, là on voit sur l'image, hein, donc ils sont en demi-lune, et donc ils vont tous se réfugier derrière des fortifications de fortune, et il y a ce fameux canal qui est face à eux. Bon, voilà. Et donc la cavalerie, stupidement, mais sans aucune tactique, sans rien, je dis pouf, on va écraser ces manants et ils vont charger. Donc on voit la vue 18, hein, l'image médiévale, il y a deux images, hein, l'image qui a été faite là, et puis voilà. Oui, c'est une image médiévale. Donc, alors on voit bien, hein, c'est bien, là, on voit que les Flamands ont des longs pics munis de crocs. Tu vois, le pic est gros, et ils vont accrocher les chevaliers pour les faire les désarçonner. Et une fois tous ces gens à terre, alors il y a ceux qui se sont mis dans le fossé, il y a ceux qui ont été désarçonnés avec les grandes piques et les crocs. Et alors comme ces milices flamandes qui sont des roturiers, ils ne sont pas nobles, ils ne connaissent pas ce que c'est que la guerre nobiliaire, où jamais on ne tue son adversaire, mais on le fait prisonnier avec déférence et on va demander une rançon, bah eux, ils les égorgent. Voilà. Carrément. Donc, ils vont égorger à peu près 1 millier de chevaliers français et ils vont mettre les éperons. Alors, ils avaient des éperons d'or, ces chevaliers, et ils vont pendre pendant très très longtemps les éperons à la cathédrale de Courtrai. Et c'est pour ça qu'on appelle la bataille de Courtrai la bataille des 1000 éperons d'or. Si vous allez en Belgique, à Courtrai, tous les Flamands vous parleront de la bataille des 1000 éperons, hein, de ces chevaliers. Alors là, c'est un désastre absolu pour l'armée française et pour la chevalerie française. Il y a beaucoup de nobles qui vont mourir au cours de cette bataille. C'est un peu les prémices de ce que ce sera à Crécy, puis à Azincourt, où c'est pareil, une charge stupide, voilà, avec la lance, et puis ils vont se faire massacrer comme des imbéciles. Jusqu'au moment où, au temps de Charles VII aura quand même la bonne idée de faire des armées avec des gens du peuple, commandés, permanentes, enfin des vraies armées. Là, surtout les canons. Bon, donc pour en terminer avec ces stupidités de charge de cavalerie. Alors justement, comme ça on va faire une petite pause avant de passer à la suite. Donc il y a ils ont préparé une petite vidéo, je crois. Hein. Donc ils vont nous mettre une petite vidéo de la musique moyenâgeuse, me semble-t-il. Et voilà, donc ils vont nous préparer ça et puis on revient juste après. De retour sur la libre antenne, donc toujours avec Alain Benajam sur les rois maudits. Donc là on a vu que donc les Flandres se révoltent, ces bourgeois flamands donc qui vendent beaucoup de tissus se révoltent contre le roi de France. Ça finit dans une bataille à Courtrai où l'armée française se fait terrasser, on peut le dire. Complètement terrassée. Alors là on va passer rapidement, donc le roi lui-même va donc vouloir aller punir ces Flamands, et donc va les battre
à la bataille de Mons-en-Pévèle, donc c'est les vues 20 La vue 20 et 21, où d'ailleurs Philippe le Bel sera en très mauvaise posture, puisque les Flamands vont attaquer le camp français la nuit, et donc Philippe le Bel aura juste le temps de monter sur son cheval, rassembler les troupes. Là, il sera à la tête de ses troupes, et il se dégagera à coups de hache, d'ailleurs, et donc les troupes flamandes seront défaites. D'accord. Voilà. Et donc on signe la paix d'Atis après, donc qui va permettre d'annexer toute la partie du sud de la Flandre, qui est la plus francophone, avec les villes de Lille et de Douai. Voilà. Et donc le comte de Flandre va renouveler son hommage, et puis les choses vont en rester là, et le roi de France va bien surveiller cette partie. Voilà. Donc, on a déjà parlé de la prise de Lyon sur l'Empire et des accords secrets qui auraient eu lieu entre Bertrand de Vaux, qui est futur Clément V, et Philippe le Bel, qui achète son élection. Voilà. On va voir que ça va être important. L'image 22, on voit la tête de Clément V. Et Clément V qui va s'installer en Avignon. On voit l'image 23, c'est magnifique palais, grande architecture du début du XIVe siècle, du palais des papes. Donc c'est un des grands monuments médiévaux. Parce que voilà, donc pour bien juste repréciser, donc non seulement il achète l'élection du pape, mais il installe le pape en France, c'est-à-dire le pape n'est plus à Rome, mais en France. Il fait du pape sa marionnette, voilà. son Hollande à lui, voilà, qui va lui obéir quasiment au doigt et à l'œil. Voilà. Et donc cette histoire, pour deux mots très rapides, de l'installation des papes en Avignon, ça va pas plaire aux Italiens, et ça va engranger un petit peu la légende de la Renaissance avec Pétrarque qui voudra faire revenir les papes, et qui fera lever le nationalisme italien qui tenait à son pape. Mais enfin, c'est encore une autre histoire. Allez, on va passer. Alors on rentre maintenant dans... Bon, on a passé la vidéo des Templiers. Justement. Et voilà, donc... Qui sont ces Templiers là? Rentrons au cœur du sujet des Templiers. Alors, les Templiers, donc, c'est un ordre chevaleresque qui a été mené à l'initiative du champenois Hugues de Paint. Et c'est juste après la prise de Jérusalem par Godefroy de Bouillon. Donc ces Templiers étaient... on va prendre l'image 24. Alors ça, c'est une vue médiévale. On voit Jérusalem, on voit un cercle, et on voit à peu près l'emplacement des monuments. Et pourquoi les Templiers? Parce que ils étaient logés au début dans le temple de Salomon. On voit danser le quart en haut et à droite. C'est pour ça qu'on les a appelés les Templiers. Les chevaliers du temple, parce qu'ils ont demandé au roi de Jérusalem de s'installer sur le mont du temple, c'est ça? Non. Je sais pas, ils étaient là. Voilà, donc ils sont appelés Templiers parce qu'ils étaient dans le temple de Salomon. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ésotérisme, d'histoire sur les Templiers. Savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est fortuit. Toujours est-il qu'ils tirent leur nom du fait qu'ils étaient installés dans le temple de Salomon de Jérusalem. Alors, c'est une révolution templière parce que il faut se rappeler donc les trois ordres, ceux qui combattent, ceux qui prient et ceux qui travaillent. Et les laboratores, les bellatores et les oratores.
Voilà. Et donc là, on allait déroger à cette règle-là, donc on allait mélanger deux choses à la fois. Ceux qui combattent et ceux qui combattent et ceux qui prient. Donc il a fallu donc une dispense de Bernard de Clairvaux pour que cet ordre-là puisse voir le jour. Alors qui est Bernard de Clairvaux? Oh bah c'était un évêque important. Bernard, c'est quelque chose d'important. C'est lui qui a donné donc l'autorisation, on va dire, aux Templiers de pouvoir exister. Voilà. D'accord. Si on part là-dedans, on en est pour 3 jours. D'accord. Non, mais pour préciser un peu, parce que quand on balance des noms, ceux qui suivent ne comprennent pas forcément. C'est lui qui validait les ordres. Les ordres, voilà. Donc il valide l'ordre des Templiers. Voilà, il valide l'ordre des Templiers. Donc leur fonction officielle, parce que leur fonction officielle, c'était la protection des pèlerins, oui. Qui allaient se recueillir sur les lieux saints. D'accord. Donc pour les chrétiens à l'époque, il fallait aller à Jérusalem comme les musulmans doivent aller à la Mecque. Voilà. C'était pareil. Donc il y avait des tas de gens qui allaient faire leur pèlerinage à Jérusalem. Il y en avait beaucoup qui ne revenaient pas d'ailleurs. Et puis c'était extrêmement périlleux. Et donc quand on allait faire son pèlerinage à Jérusalem, il y avait Saint-Jacques de Compostelle, ça c'était mieux, il fallait y aller à passe. Si tu habitais l'île, c'était quelque chose. Et donc, et là à Jérusalem, c'était vraiment une très très grande pénitence. Et donc ils étaient donc chargés de protéger ces gens-là. Donc ils suivaient la règle de Saint Benoît, donc une règle de monastique. Voilà. Et sur l'image 25, on voit l'équipement, ça c'est d'après aussi Viollet-le-Duc qui a fait beaucoup de choses. Ça, c'est l'équipement d'un chevalier à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire à la fin du XIIIe siècle. Donc, on voit qu'il est encore... l'armure n'existe pas. Non, la cotte de maille, comme tu l'avais dit. Toujours la cotte de maille. Il a même un chapelet, un chapelle de cotte de maille sur lequel il pouvait enfiler un aume. Une espèce de boîte de conserve, ils pouvaient l'enfiler là-dessus ou non, des fois ils combattaient comme ça, parce que avec le home, ils avaient du mal à respirer, puis à voir surtout, ils ne voyaient rien, donc des fois ils le mettaient, des fois ils ne le mettaient pas. Voilà. Et donc ils avaient tous le même équipement, ce qui était rare à l'époque, parce que chacun s'équipait comme il voulait. Eux, ils n'étaient pas maîtres de leur équipement. Et alors, ils étaient surtout voués à la chasteté, c'était comme des moines. Et alors, ils avaient une particularité, c'est qu'ils combattaient en binôme. Alors, ça va faire beaucoup dans leur accusation d'homosexualité. D'accord. Puis ça fera partie de l'accusation de leur procès. Ils combattaient en binôme, et d'ailleurs, on voit sur leur sceau, on verra plus loin, qu'ils sont toujours à cheval, ils sont à deux sur le même cheval. D'accord. Et donc ça c'est un petit peu comme les hoplites grecs. Oui. Les hoplites grecs qui combattaient en binôme, mais eux ils étaient vraiment amants. On mettait les amants ensemble, qui faisaient attention à l'un et l'autre. Là, est-ce que c'était les amants, est-ce qu'ils n'étaient pas toujours est-il qu'ils haïssaient les femmes, absolument. Ils étaient misogynes absolus. Ils avaient dans leur ordre l'interdiction d'approcher et d'embrasser des femmes. Enfin, pour eux, les femmes, c'était vraiment le diable absolu. Voilà. Bon, de là à dire qu'ils étaient un peu homo sur les bords, il n'y a pas des kilomètres. Bon. Donc, ces gens-là étaient supposés protéger les pèlerins, mais en fait, ils se sont fait beaucoup de pognon, et de diverses manières. D'une part, ils hypothéquaient les maisons des pèlerins qui partaient pour leur pèlerinage. Et donc, ils leur fournissaient des lettres de change. Donc, ils faisaient un peu les banquiers. Le type, il part en pèlerinage, il avait un paplard, et comme ça, il allait de ville en ville, aller voir les Templiers qui lui filaient un peu de pognon sur sa lettre de change. Et à chaque fois, ils en grattaient un peu.
Puis si le type il revenait pas, c'est ce qui arrivait souvent, Il gardait l'argent. il gardait la maison et les biens. Voilà. Et ils avaient, on voit l'image 26, ici, de nombreuses, ce qu'on appelle des commanderies. Ouais. Hein. Alors il y en a de très nombreuses en France, qui sont très bien conservées. Celle-ci, elle est bien conservée. Des commanderies templières. Alors donc il y a une maison et puis il y a une église. Alors cette commanderie, elle est théoriquement chargée de recruter des pèlerins et des chevaliers templiers, mais en fait c'est une véritable ferme agricole et donc ce sont des terres qui ont été offertes par des seigneurs. Hein, comme ça les dispense d'aller à la croisade, ils offrent aux templiers. Ah d'accord, comme ça au lieu d'aller à la croisade, Voilà, t'offre des terres et... Voilà, parce que des fois ils partaient à la croisade, il y en avait un autre qui allait lui piquer son truc, lui piquer sa femme, son truc. Ils allaient... hein, et puis il faut dire qu'à la croisade, il y en avait peu qui revenaient parce que c'était dangereux. En plus. Ils se faisaient battre tout le temps parce que il y a eu beaucoup plus de défaites que de victoires à la croisade. Hein. Hein, bon, donc ils filaient ça aux Templiers. Les Templiers, ils exploitaient. Il y en a beaucoup, et qui... Donc ces commanderies sont un peu des espèces de quoi, de fermes un peu Oui, de fermes, avec... il y a une ferme. Alors on voit à l'image 27, une commanderie, comment elle est gaulée. Hein. Donc on voit, il y a toujours une chapelle, il y a un bâtiment conventuel où les moines... C'est un ordre monastique, hein, oui, ce sont des moines. Des moines guerriers. Ouais. Voilà, donc ils sont à Sera ou Matine, à tous les chants. On a entendu un chant de Templier, hein, chant très très masculin. Hein, c'était plein de testostérone, tout ça. Hein, et donc c'est une ferme et ils exploitent des terres agricoles, du bétail, et ils se font beaucoup d'argent. Et ils ont donc comme ça donc répartis sur l'ensemble de l'Europe. Il y en a, en France, c'est ça. Oui, dans l'ensemble de l'Europe, il y en a beaucoup en France, hein, c'est là où il était le plus la important. France, ouais, voilà. Mais il y en a effectivement dans toute l'Europe. Hein, voilà. Et en Terre Sainte, donc ils construisent beaucoup de forteresses. Hein, il y a le fameux krach, le krach des chevaliers. Le krach des chevaliers dans la vue Syrie, 28, en Syrie. Hein, d'ailleurs, qui est actuellement occupé par des terroristes en ce moment et dont le gouvernement syrien rechigne à les déloger parce que c'est un monument historique extrêmement important. Donc, au début du XIIIe siècle, les Templiers disposent d'un pouvoir et d'une armée considérable, beaucoup d'argent, beaucoup de soldats. Ça ne plaît pas, c'est pour ça qu'ils vont se faire des ennemis, parce que tu es en train de me dire que donc il y a un ordre un peu qui n'est pas un État, mais qui a on va dire presque les attributs d'un pouvoir d'État, voilà. Un pouvoir d'État sans frontières. Voilà, exactement, puisqu'en plus ils n'ont pas de frontières. Ils sont moins astreints justement peut-être que et les limites d'un État. Ils ne dépendent en rien des souverains, ils ne dépendent que du pape. Donc en France, le roi peut leur dire n'importe quoi. Voilà. Donc même le roi de France, il ne peut même pas les forcer à quoi que ce soit. Rien. Ils ont leur justice. Et le roi de France, justement, alors dans cette configuration, il est encore plus tenu par le pape parce que si le pape lui jette un interdit, il peut être à la merci des Templiers. Exactement. Voilà. Alors, donc quelque part, c'est... avec une force militaire considérable parce que ces gens-là n'avaient que ça à faire, hein, s'entraîner à se battre. Hein. Et puis ils étaient assez bons. Hein. Là, malgré le désastre de la bataille de Hattin en 187, parce que tu sais que cette bataille, les croisés se sont fait battre durement, hein, la bataille de Hattin, par Salah al-Din. Et donc ils ont dû, à la suite de ça, la ville de Jérusalem n'était plus défendue et ils ont pu, c'est le film Kingdom of Heaven, là qui relate très très bien l'histoire de la prise de Jérusalem. Voilà. Et donc on voit l'image 29, ce fameux sceau des Templiers, fameux sceau, alors, où on voit les deux mecs sur le même cheval, on se demande ce qu'ils font, c'est vrai que c'est équivoque.
C'est un peu le signe Kappa, mais avec des mecs. Mais bon. Hein? C'est un peu comme le logo Kappa, là, l'espèce de... mais un peu plus... Et donc ça moyen- va pas leur servir, quoi, ça, parce qu'on va dire, mais non, vous êtes des bougres. Ah ouais, vous êtes... D'accord. On appelait ça des bougres, hein, donc ils Des sont... bougres, ça veut dire des quoi? bougres, bah des sodomites. Ah d'accord, c'est ça, bougre. Ouais, ouais, le- bougres, ouais. Bande de bougres. hein. Donc ils seront accusés de sodomie. Et ça, Ce qui c'était était, évidemment qui très était grave très à l'époque, très grave. bien Hein. sûr. Si on pouvait faire tout ce qu'on voulait, mais non, là ça, Certainement pas ça. par là tu pouvais pas. Et donc on va voir donc la vue suivante. C'est la vue 30. Alors, Donc on va voir donc le Tartous. Tartous, là où il y a une... Tortosa, là, aujourd'hui. on reparle de la Syrie. Hein. C'était leur siège. Le siège templier. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas Non, non, celle-là, non, non. ça doit être... Attends, c'est toi qui as lui donné Ah ouais. un numéro qui ne Alors, je correspond sais pas. pas. Je sais plus où j'en suis. Ah oui, parce que moi, j'ai finalement la 30, c'est pas celle-là. Ah bah j'ai pas de numéro. Bon, il n'y a pas de Bah, numéro, vous, donc... vous il l'avez numéro. vu. Bon. Vous l'avez vu sur la vidéo que j'avais fait. Donc on voit le siège des Templiers en Syrie, avant d'être à Paris. Alors, quand ils vont perdre Tortosa en 1291, Ouais. le siège des Templiers va se reporter à Paris. Ils ne vont pas le garder longtemps, hein, parce que c'est là qu'il va leur arriver des bricoles. Donc là, on va arriver sur l'ordre qui s'installe à Paris. Et donc, évidemment, quand ils vont revenir, ils n'auront plus d'action militaire, hein, donc ils n'auront plus que des actions financières, finalement. Hein. Donc ils ont quand même un trésor de guerre, ces Templiers. Ils ont- Ah, il y a le fameux trésor des Templiers que tout le monde a cherché, Benjamin que personne Gates, n'a trouvé. Moi, Mais- j'en sais rien, tu me demandes, hein, je sais pas où il est. Ouais. En tout cas, ils sont très riches. Ça paraît un Voilà. fait établi. Les Voilà. Templiers sont un ordre, en tout cas, immensément riche. On prétend même qu'ils sont plus riches que les rois, les rois eux-mêmes. Bah, Parce voilà. qu'ils leur prêtent de l'argent. Les rois sont débiteurs auprès Voilà. des Non, Templiers. non seulement, mais au temple, le temple à Paris sera le lieu où sera conservé le trésor, Le trésor, tu nous as expliqué royal. qu'ils étaient donc les gardiens du trésor. Voilà. Alors, craque de chevalet, celui-là. Voilà. Et donc, on voit la vue 30, on va revoir... Alors là, on va voir au bon endroit. La là. vue 30, donc on va voir des vues du temple à Paris. Alors, le temple à Paris, hein, Oui. c'est à peu près l'endroit du square du temple et de la mairie du 11e. D'accord. Hein, tu vois la place de la République, Ouais. qui était l'ancienne porte du temple dans la configuration de Charles V.